Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Espace discursif, collection dirigée par Gudrun Ledegen. La collection Espace discursif rend compte de la participation des discours, identitaires, épilinguistiques, professionnels, à l'élaboration-représentation d'espaces, qu'ils soient sociaux, géographiques, symboliques, territorialisés, communautaires, où les pratiques langagières peuvent être révélatrices de modifications sociales. L'espace de discussion. La collection est ouverte à la diversité des terrains, des approches et des méthodologies et concerne, au-delà du seul espace francophone, autant les langues régionales que les vernaculaires urbains, les langues minorées que celles engagées dans un processus de reconnaissance. Elle vaut également pour les diverses variétés d'une même langue quand chacune d'elles donne lieu à un discours identitaire. Elle s'intéresse plus largement encore aux faits relevant de l'évaluation sociale de la diversité linguistique. Derniers ouvrages parus. Valentin Feussi et Johanna Lorieux dire In Sécurité linguistique en francophonie. Perspective interdisciplinaire 2020. Katia Ploog, Anne-Sophie Calinon, Nathalie Tamin dire Mobilité. Histoire et émergence d'un concept en sociolinguistique 2020. Jean Ledu et Gudrun Ledegen édition pour un néerlandais de Belgique 2019. Marie Leroy, Des images aux imaginaires du plurilinguisme, représentation des langues de jeunes à Bozen-Bolzano, 2019. Lou Robiche, Pratique sociolinguistique francophone de féminisation et de dégenrement 2018. Brigitte Croisier, Geoffroy Geraudlegros et Bernard Idelson. Paul Vergès en récits, Analyse croisée d'une vie politique, 2018. Sabine Gorovitz dire Frontières linguistiques en contexte migratoire, citoyenneté en construction 2017. Gudrun Ledegen, Pergia GKOUSKOUGIANNAKOU, les langues créoles. Éclairage pluridisciplinaire, 2017. Images. Page 14 Copyright Antoine Chaudet, L'Encyclopédie des migrants 2017. Page 82 Copyright Léa Gosselin, L'Encyclopédie des migrants au Musée national de l'histoire de l'immigration, 2021. Page 198, Lettres manuscrites de Chang Liu-Mel, in Fernandez Sobrino, Dir. 2017, L'Encyclopédie des migrants Rennes, L'âge de la tortue, tome 1, 305. Chang Liu-Mel, en ligne, URL, https://www.encyclopédie-des-migrants.eu/digital/340. Page 218, Lettres manuscrites de Mustapha El-Bechbichi, in Fernandez Sobrino, Dir. 2017, L'Encyclopédie des migrants Rennes, L'âge de la tortue, tome 3, 1259. Mustapha El-Bechbichi en ligne, URL, https://www.encyclopédie-des-migrants.eu/digital/674. Page 282, Lettres manuscrites de Silvia Rolla in Fernandez Sobrino, Dir. 2017, L'Encyclopédie des migrants Rennes, L'âge de la tortue, tome 3, 1571. Silvia Rolla en ligne, URL, https://www.encyclopédie-des-migrants.eu/digital/661. Introduction. Ouvrons par cette devinette d'Henriette Walter, 1988. Prenez des dialectes gallo-romans mélangés à du latin populaire, parlés par des Gaulois celtophones avec un apport lexical germanique. Quelle langue européenne d'aujourd'hui obtenez-vous ? Comme pour les langues qui n'existent pas dans des cases imperméables, de façon pure, sans contact ou mélange, les sociétés n'existent pas hors migration. L'histoire des migrants fait partie de notre histoire commune. Tel est le but du projet L'Encyclopédie des migrants, Fernandez Sobrino 2017. Dans un contexte politisé de crise des migrants, le titre sonne comme un oxymore. Il invite sciemment à une réappropriation de l'encyclopédie, symbole du savoir dit légitime. Sous la forme d'une entreprise populaire de fabrication d'un autre type de savoir. Cette encyclopédie apporte donc avec elle le poids de ses témoignages pour proposer un nouveau discours sur les migrants ES. Un discours de migrants ES. Elle regroupe, comme ses contemporaines spécialisées,
un ensemble de connaissances, expertes et validées car venant du vécu, qui s'offre à vous. Elle est enfin un témoignage situé de l'état géopolitique de notre monde, tout autant qu'un nouveau moyen d'intervention. Vétier 2017/19. Le terme migrant, qui avait initialement été proposé en hyperonyme neutre pour désigner les personnes de la migration, mais a rapidement été connoté négativement, est ici repris dans son sens premier de personnes effectuant une migration. Le projet L'Encyclopédie des migrants a pour but de changer le point de vue sur les migrants et de promouvoir un dialogue interculturel en Europe par une meilleure connaissance et compréhension de l'histoire des migrations qui ont créé, de tout temps, l'Europe. Proposé par Paloma Fernández Sobrino, metteur en scène et auteur de projets multidisciplinaires, le projet est porté par l'association L'Âge de la Tortue. Ce projet européen de coopération transnationale entre 8 villes, le long de la côte atlantique, Brest, Rennes, Nantes, Riron, Cadix, Porto, Lisbonne, Gibraltar, de 4 pays, Espagne, France, Gibraltar, Portugal, qui ont chacune réuni et confronté les expertises et expériences entretissées de citoyens, chercheurs, pédagogues, artistes et décideurs locaux afin de lutter contre l'exclusion sociale des migrants. L'Encyclopédie des migrants est un projet artistique et scientifique qui réunit dans une encyclopédie 400 témoignages, sous forme de lettres manuscrites, écrites dans la langue de choix des auteurs et adressées à un proche. Ces récits intimes de personnes migrantes nous parlent de ce que la distance produit chez l'individu. Chaque témoignage réunit ainsi la lettre manuscrite du témoin dans la langue originale, 74 langues au total, sa traduction dans les 4 langues de publication, anglais, français, espagnol, portugais, et un portrait photographique réalisé par un des 16 photographes du projet. Les témoignages sont mis en perspective avec 16 textes scientifiques de chercheurs en sciences humaines et sociales, ainsi que 4 textes liminaires. L'ouvrage a été publié en version papier en 8 exemplaires conservés et en libre consultation dans un lieu dédié dans chacune des 8 villes partenaires, ainsi que dans une version numérique qui permet d'effectuer de multiples recherches thématiques, interrogeables par nom, langue, pays d'origine, pays d'accueil. Ainsi à Rennes, il est conservé à la Bibliothèque des Champs Libres ainsi qu'aux archives départementales, qui ont fait l'acquisition d'un exemplaire en 2019. Il y est mis à la disposition du public. Mentionnons également l'acquisition de l'exemplaire d'artiste par le Musée national de l'histoire de l'immigration en 2020, qui marque l'entrée au patrimoine français de l'œuvre artistique et constitue un acte fort de reconnaissance de l'apport des personnes migrantes dans nos sociétés et de valorisation de ces parcours de vie, et de reconnaissance du travail de l'Âge de la Tortue qui n'a pas cessé depuis la parution de l'encyclopédie de diffuser et de mettre en avant cet ouvrage et ce qu'il contient. Extrait du bilan d'activité de l'association 2020. L'ouvrage actuel réunit les 16 textes scientifiques figurant dans l'encyclopédie avec 8 textes scientifiques rédigés a posteriori, qui prennent appui sur les 400 lettres des migrants, pour présenter des analyses sociologiques, sociolinguistiques, ethnographiques. Les 2 catégories de textes sont différenciées dans cette édition par une typographie distincte, permettant au lecteur de se situer temporellement, de façon simple, durant le projet ou après le projet de l'encyclopédie. Chaque auteur est identifié par la première note de bas de page associée au titre de son article qui présente son ancrage scientifique, son institution d'origine, et la langue dans laquelle l'article a été initialement écrit. Enfin, notons que les citations scientifiques sont présentées entre guillemets, et les extraits de lettres sont mis en exergue par les italiques. La première partie ouvre sur le processus de création d'une œuvre artistique épistolaire. L'échec Brogowski, 2021, met en perspective l'encyclopédie des migrants comme phénomène artistique et littéraire, en analysant la question de l'œuvre collaborative et de la culture populaire. Raaf Demashki, 2021, dessine ensuite la naissance de l'encyclopédie à travers de multiples projets annonciateurs 10 ans en arrière. Anrel Beltsuneguin, 2017, analyse la dynamique de coopération à l'œuvre tout le long du projet, depuis la collecte jusqu'à la diffusion. Enfin, Anne-Marie Giffot-Levasseur et Bernard Vrignon 2021 marquent la transition vers la deuxième partie, en présentant le processus de création d'une œuvre épistolaire portant sur la condition de migrants et en analysant d'un point de vue anthropologique les tensions inhérentes à l'expérience de migration. La deuxième partie se concentre sur ce que l'œuvre dit de la migration en tant qu'expérience individuelle,
ainsi que comme processus collectif. Elle ouvre sur l'analyse d'André Sauvage 2021, qui présente la diversité de profils des migrants, de mobiles des mobilités, pour finir sur une approche anthropo-écologique, s'intéressant aux thèmes du logement, du vêtement, de l'aliment et enfin du traitement. Ramón Sánchez Pérez de Lara, 2017, s'intéresse aux objets personnels emmenés par les migrants, suivant les histoires qu'ils racontent et leurs propriétaires et leur vie qu'ils décrivent. Dans ce premier texte, David Dueñas, 2017, s'interroge sur les multiples notions de réseaux qui s'entrecroisent dans la vie des migrants: réseaux migratoires, réseaux sociaux, réseaux de transport, réseaux de communication. André Bello, 2017, consacre sa réflexion à sa propre expérience d'émigration à l'âge adulte, expérience révélant les multiples regards enrichissants dont sont porteurs les Portugais en France, le Portugal depuis la France. Dans son second texte, David Dueñas Cid et Pilar Rodriguez Martinez 2021 approfondissent l'utilisation des médias sociaux dans leurs relations interpersonnelles telles qu'elles sont révélées dans les lettres de l'encyclopédie pour affronter la distance et la séparation. Luisa Ferreira da Silva 2021 étudie la migration du point de vue de la relation émotionnelle, voire affective, avec le pays d'accueil, en l'occurrence le Portugal. Kevin Lane, 2017, enfin, analyse le nouveau phénomène de la migration gibraltarienne vers l'Andalousie sous forme d'autoségrégation, où les Gibraltariens préfèrent vivre dans des communautés de Gibraltariens au sein de l'Espagne proche. La troisième partie expose la migration par le prisme de l'expérience des femmes. Luisa Ferreira da Silva 2017 rend compte d'expériences positives de changement social vécues par des femmes portugaises immigrées en région parisienne dans les années 60. Quittant une société pauvre et aux coutumes traditionnelles rigides basées sur l'inégalité des sexes, pour une société plus riche, où l'égalité homme-femme est encouragée. Almudena Garcia Manso, 2017, porte son analyse sur les femmes et mères d'origine latino-américaine immigrées en Espagne, et donne à voir les nombreux processus et changements, par exemple la maternité transnationale, la maternité fantôme. Andrew Canessa, 2017, quant à lui relate dans un dernier texte la proximité douloureuse de deux femmes sur la frontière Gibraltar-Espagne, chacune séparée de leur famille de part et d'autre de la frontière auprès de laquelle elles vivent. La quatrième partie pose un focus sur une réalité sociolinguistique essentielle de la migration, les langues. Gudrun Ledegen et Thomas Vétier 2017 signent une réflexion sur les frontières géographiques urbaines et linguistiques, où leur création et leur mise en mots, tout comme leurs interprétations variables, sont éclairées. Montserrat Casacuberta Palmada, 2017, présente divers aspects des langues: histoire, classement, enjeux de pouvoir, tout en exposant les langues en tant qu'héritage dont nous sommes porteurs, ce que le projet de l'encyclopédie a pleinement mis en valeur en permettant à chaque migrant d'écrire dans la langue de son choix. Vanessa Touroud 2021 poursuit la réflexion à travers deux axes d'analyse. L'étude des langues d'écriture des lettres comme témoignage à la fois de la construction des processus identitaires et des glottopolitiques, et les représentations sur les langues dans les écrits des témoins à travers leurs discours épilinguistiques. Gudrun Ledegen 2021 enfin vient compléter l'analyse de Vanessa Touroud par une analyse sociolinguistique thématique et discursive des 400 lettres de l'encyclopédie, afin d'interroger les modes communs d'appréhension sociolinguistique dans cette situation de présentation de soi et d'extimité épistolaire, en zoomant en particulier sur les rituels épistolaires d'ouverture et de clôture, et sur la large place thématique occupée par la langue. La cinquième et dernière partie de l'ouvrage se conclut sur le regard de la société sur la migration. Anne Morillon, 2017, analyse les enjeux politiques et institutionnels de la reconnaissance de la place des populations migrantes au sein de la société française. Entre inclusion et exclusion, entre accueil et rejet, entre état de droit et état d'urgence, entre égalité et discrimination, entre reconnaissance et déni, entre mémoire et oubli. André Pereira Matos, 2017, analyse l'image de la migration au sein des médias comme force de pression sur les décideurs politiques par le biais de l'opinion publique. André Sauvage, dans un second texte de 2017, analyse la sédimentation sociale des migrants qui s'opère par le filtre urbain. David Alvarez, 2017, relate l'histoire de Gibraltar en tant que métonymie des conditions infernales de l'immigration à travers le détroit de Gibraltar, depuis l'Antiquité et à travers plusieurs romans, et Jennifer Ballantyne Pereira, 2017,
quant à elle, explore le cas des migrants qui depuis 1713 rejoignent le Rocher à la recherche d'opportunités commerciales, en se centrant plus particulièrement sur les travailleurs marocains. Enfin, Belkis Oliveira et Vasco Soares, 2017, présentent l'entrepreneuriat immigrant au Portugal et son incontournable, mais peu visible, contribution aux dynamiques de développement local. Cet ouvrage met ainsi en lumière que l'encyclopédie des migrants, au-delà de l'œuvre artistique, constitue un objet scientifique, ici éclairé par 22 chercheurs. Tous deux nous invitent à porter un regard novateur sur la migration et à actualiser une réalité à facettes multiples. Références bibliographiques. Calabrese, L. 2018. Migrants ou réfugiés? L'enjeu des dénominations des personnes dans le discours médiatique, in Calabrese, L. Esperluet Végnard Monsieur, Pensez les mots, Dire la migration, Louvain-la-Neuve, Academia l'Harmattan, 153-160. Fernandez Sobrino, P. Dire. 2017. L'encyclopédie des migrants. Écrire une histoire intime des migrations entre le Finistère breton et Gibraltar, 2017, 3 tomes, 1782 pages, URL, www.encyclopédie-des-migrants.eu. Fiala, p. 2018. La famille migre, champ lexical et affrontement discursif in Calabrese L. Esperluet Végnard Monsieur Pensez les mots, Dire la migration, Louvain-la-Neuve, Academia l'Harmattan 145 à 152. Vétier T. 2017. Préface à l'encyclopédie en ligne dans Fernandez Sobrino P. Dire. L'encyclopédie des migrants Rennes, L'âge de la tortue, tome 1, 19 à 20. Walter H. 1988. Le français dans tous les sens. Grandes et petites histoires de notre langue, Paris, Lafon. Partie 1. Le processus de création d'une œuvre artistique. Avec Leszek Brogowski. Raaf Demachki. Anrel Beltsuneguin. Anne-Marie Giffot-Levasseur et Bernard Vrignon. Œuvres collaboratives et pratiques populaires. Réflexion esthétique autour de l'encyclopédie des migrants. Leszek Brogowski. Ce livre devrait pouvoir être compris par tous les lecteurs, simplement capables de comprendre un livre. Fiche 2 1800, 1965/44. L'encyclopédie des migrants a beaucoup ému et elle a suscité nombre de commentaires élogieux, en privé et en public, y compris de nombreux échos dans les médias. Preuve s'il en est qu'elle donne beaucoup à penser sans que toutefois aucune pensée déterminée, c'est-à-dire aucun concept, ne puisse lui être adéquate, et que par conséquent aucun langage n'atteint complètement, Kant, 1790-1995/300. Autrement dit, elle a donné lieu à des expériences esthétiques, car c'est ainsi qu'Emmanuel Kant en a défini la nature. Aussi est-il légitime de contribuer à ces multiples commentaires, qui en sont autant de compréhensions fragmentaires, à travers une mise en perspective de l'encyclopédie des migrants comme phénomène artistique et littéraire, et ce notamment, pour mettre en évidence les réponses que ce projet apporte à diverses interrogations et problématiques de l'art de notre époque. Il s'agit donc à la fois de contribuer à comprendre l'encyclopédie comme œuvre, et d'en rendre compte dans une perspective théorique propre à l'art contemporain. Œuvre collaborative. Tout d'abord, l'encyclopédie est une expérience d'écriture collective. 400 personnes l'ont écrite. Il y a donc 400 auteurs de cet ouvrage, publié en 3 volumes, mais il y a aussi celle qui a eu l'idée de l'encyclopédie, qui l'a initiée et en a tracé le cadre et le chemin, Paloma Fernandez Sobrino. Elle est donc en quelque sorte l'auteur au premier degré. Les autres auteurs sont des contributeurs à son projet, ce qui n'enlève rien à la valeur de toutes les contributions, et surtout à l'intérêt de l'ensemble de l'ouvrage. Paloma Fernandez Sobrino est l'auteur de l'idée de l'encyclopédie et de sa structure. Les migrants qui ont écrit les lettres y ont apporté le contenu. Et d'ailleurs, Paloma elle-même a écrit l'une des lettres, et à ce titre, elle est, d'une part l'auteur du concept de l'encyclopédie, Fernandez Sobrino 2017, mais d'autre part l'auteur d'une toute petite partie seulement de son contenu. Nous voilà au cœur des interrogations sur le statut de l'auteur, interrogations que d'aucuns désignent encore par l'expression « mort de l'auteur », alors qu'il s'agit en réalité de la transformation de son statut.
Les 3 décennies qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale ont profondément remis en question les pratiques et la représentation de l'art dans les sociétés occidentales qui ont provoqué ce désastre. La refondation de l'art s'inscrivait alors dans l'utopie de la refondation des pratiques culturelles, c'est-à-dire dans la critique de la culture. Les fonctions de l'art dans la société devaient changer, entraînées par le renouvellement de la conception de l'œuvre, passage de l'unicité à la reproductibilité, de l'authenticité matérielle et de sa perfection esthétique à l'originalité conceptuelle et à sa valeur intellectuelle et politique, de son caractère d'objet autonome et commercialisable comme une marchandise fétiche à l'œuvre comme facteur de multiples échanges artistiques et culturels, etc. Dans les années 1960, les pratiques dites protocolaires ont conduit à la séparation de l'auteur de l'œuvre, auteur du concept, pouvant s'exprimer par un protocole de la réalisation, et de son actualisation matérielle, pouvant le cas échéant être confiée à tout un chacun. De nombreux artistes conceptuels et Fluxus ont adopté cette méthode. Sol LeWitt, Lawrence Weiner, Ben Patterson, Lamont Young, Yoko Ono, etc. Aujourd'hui, la pratique protocolaire est dans l'art monnaie courante. La fonction et le statut de l'auteur ont depuis été l'objet de multiples expérimentations. Les unes portaient sur la dialectique de l'anonymat et de la création collective, les autres, mais ce sont en partie les mêmes, sur la question du droit d'auteur. Droit qui, dans la tradition continentale et contrairement au monde anglo-saxon, est absolument inaliénable dans la mesure où l'auteur dépose dans l'œuvre quelque chose que Marcel Hénaff, 2002, désigne comme le propre du propre, fondation idéale de toute idée de propriété. Dans ce cadre se sont développées récemment diverses licences de droit d'auteur qui considèrent que le principe de copyright, tout droit réservé, est trop restrictif et que, sous sa forme actuelle, il nuit notamment à l'accessibilité des contenus de la culture et sert trop souvent les intérêts des entreprises plus que des auteurs. Ces licences juridiques alternatives sont fondées, elles aussi, sur le principe inaliénable de la propriété intellectuelle. Sans entrer dans les détails, la licence Creative Commons repose sur un choix de restrictions laissées à l'appréciation de l'auteur, par exemple, l'obligation de mentionner l'auteur, by, l'interdiction de tirer un profit commercial de l'œuvre, NC égale no commercial, l'interdiction de réaliser des produits dérivés des œuvres, ND égale no derivative works, etc. Quant à la licence copyleft, elle interdit surtout de s'approprier sous le régime de copyright les œuvres placées sous la licence copyleft. De nombreuses expérimentations relatives au statut de l'auteur dans l'art sont liées à l'idée, trop souvent au fantasme, d'œuvres collectives et de la participation du public à la production artistique. L'encyclopédie des migrants est une variante, de surcroît très réussie, de ce cas de figure. Dans les arts visuels, le dépassement du modèle de l'artiste comme démiurge s'est avéré plutôt difficile à réaliser, le public anonyme invité à participer à la réalisation d'une œuvre n'ayant souvent qu'un rôle limité à jouer à l'intérieur d'un cadre entièrement prédéfini par l'artiste qui, lui, en reste entièrement l'auteur. Tel est encore le cas des artistes qui, comme Rirkri Tiravania, se reconnaissent dans le manifeste signé en 1998 par Nicolas Bourriaud sous le titre Esthétique relationnelle. Dans la musique, partager l'expérience créatrice paraît plus facile à concevoir, non pas certes dans un orchestre philharmonique où les rapports sont extrêmement hiérarchisés et subordonnés à l'autorité du chef, mais par exemple dans la soul music, c'est-à-dire la musique populaire afro-américaine qui émerge dans les années 1950, où la distinction entre les musiciens et l'auditoire tend à s'effacer complètement au cours du concert. Mais c'est surtout la pratique de l'écriture qui permet la réalisation de l'idéal de l'œuvre collaborative, aussi bien dans le champ des arts plastiques, Phil Yu, 1970-1998, que des pratiques littéraires. Sur ce plan, l'encyclopédie des migrants est une réalisation exemplaire. Non seulement l'artiste, en l'occurrence Paloma Fernandez Sobrino, a cédé en quelque sorte la place centrale aux auteurs des écrits. Les migrants auteurs sont désignés collectivement même dans le titre de l'ouvrage. Mais encore le projet s'est doté d'un opérateur associatif, en l'occurrence l'Âge de la Tortue, qui, au-delà de la mission d'éditeur qu'il a assurée, a également été porteur du projet, comme on le dit de nos jours dans le langage bureaucratique. L'encyclopédie a en effet bénéficié d'un important financement européen au titre de l'innovation sociétale. On y reviendra. Finalement,
Pour que cette œuvre puisse exister dans sa dimension impressionnante, nombre de collaborations institutionnelles ont été nécessaires, mais aussi la participation de très nombreuses personnes qui se sont reconnues dans le statut de migrants et qui, bien au-delà du cercle des 400 écrivains qui ont rédigé leurs lettres, ont également créé autour du projet un réseau d'échanges culturels qui a même surpassé le marathon de la lecture de l'ensemble des contributions, faites au moment de la publication de L'. Ouvrage, lecture qui a duré plus de 24 heures sans interruption. Pratique populaire. Ainsi l'encyclopédie a-t-elle sorti l'art de ces cages institutionnelles dans lesquelles nos sociétés l'enferment, musées, galeries, centres d'art, industries culturelles, etc. Et ce pour devenir une pratique populaire, terme auquel il n'est pas facile de conférer aujourd'hui un contenu concret. Pourtant, l'époque contemporaine en a connu. La caricature, les affiches, les tracts et le graphisme politique, les romans à 4 sous, la chanson ou le théâtre de rue, la photographie amateur, la photographie ouvrière, les perruques, le film amateur, les fanzines. Ces pratiques ont été un modèle pour certains artistes qui, depuis un demi-siècle, prônaient la réconciliation de l'art et de la vie. De l'art qui s'est enfui dans les institutions et la professionnalisation, et de la vie à laquelle l'industrie culturelle se propose de fournir des succédanés commercialisables de l'art, où le consommateur n'a aucun accès au processus créateur. Quel est l'enjeu de ce projet du retour de l'art dans la vie des gens ordinaires ? La philosophie et l'esthétique ont beaucoup mythifié l'acte de création génial, celui qui revient intégralement à l'artiste, et ont ainsi par défaut théorisé la passivité du spectateur, en ne lui laissant en propre que la réception des œuvres. Certes, cette dernière requiert une certaine inventivité et éventuellement une force d'interrogation, pour produire une interprétation valable des œuvres, mais celle-ci est en principe réservée aux spécialistes, tels les critiques d'art. C'est ce modèle de l'art, où toute l'initiative et toute l'action reviennent à l'artiste, spécialiste de la création, fût-ce moyennant une furor divinus, qui fonde l'idée et la pratique de l'industrie culturelle. Le spectateur est consommateur, avec cette nuance toutefois que Michel de Certeau y a apportée. Le consommateur a ses propres stratégies qui le font sortir de la passivité. 1980 sur 279-296. La pratique populaire, au contraire, est une expérience de la prise en main de la réalité, fût-elle culturelle, et l'encyclopédie des migrants a démontré l'importance politique d'une telle prise en main de certaines thématiques de la vie sociale. Elle a produit un discours qui prend le contre-pied de celui qui traverse actuellement le monde politique et a révélé divers aspects du phénomène contemporain de la migration des peuples que la politique ignore complètement. Certes, les lettres des migrants n'en sont pas vraiment. La lettre est ici une convention littéraire dans le cadre de laquelle sont recueillis les témoignages. Et cette notion de lettre peut être comprise au sens des lettres de lecteurs publiées dans les journaux qui ont depuis longtemps été utilisées par les rédactions, dans la mesure où elles ont ouvert toujours plus de rubriques à ces questions, opinions, réclamations. Benjamin 1934-1969 sur 112-113, comme le remarque Walter Benjamin en 1934. L'assimilation indistincte de faits va de pair avec l'assimilation indistincte des lecteurs qui se voient élevés en un tournement au rang de collaborateurs. Et alors que la presse bourgeoise maintient de façon conventionnelle la différenciation entre auteur et public, la presse soviétique, elle, commence à la faire disparaître, comme Benjamin le croit. Celui qui lit est prêt à chaque instant à devenir quelqu'un qui écrit, c'est-à-dire celui qui décrit ou bien celui qui prescrit. Comme expert, même si ce n'est pas d'une spécialité, mais seulement du poste qu'il occupe, il accède à la qualité d'auteur. La parole est donnée au travail lui-même. Et sa représentation par le mot est une partie du savoir nécessaire à son exercice. La compétence littéraire n'est plus fondée sur la formation spécialisée, mais sur la formation polytechnique et devient ainsi bien commun. C'est en résumé la littérarisation des conditions de vie, conclut Benjamin, qui surmonte les antinomies qui sinon restent insolubles. Benjamin 1934-1969 sur 112-113, je souligne. Walter Benjamin observait le phénomène d'émergence d'experts populaires, qui en sport, qui en cinéma, qui en travail. L'encyclopédie, elle, s'est appuyée sur les experts en migration formés par la vie et non par des écoles de cadres précisément.
Or, selon Benjamin, les deux types de compétences, en l'occurrence, migrants dans la vie d'une part et écrivain-artiste d'autre part, doivent être considérés non pas tant comme complémentaires mais comme indissociables. Mais voyons. Quoi de plus intrépide et aventureux, au sens noble du terme aventure, que la vie des migrants, impliquant prise de risque, conquête de l'inconnu, défi du commencement absolu, appropriation d'une langue et d'une culture, apprivoisement mutuel. Mais ce n'est là que le côté romanesque de la constitution du discours des migrants, plutôt que sur les migrants. C'est cet aspect qui a tant ému les lecteurs et autres participants de l'encyclopédie. Il y en a bien d'autres dans ce discours, on y reviendra. Et c'est cette littérarisation, cette représentation par le mot de la situation des migrants, pour reprendre les expressions de Benjamin, c'est-à-dire cette constitution du discours des migrants, qui a permis ici le dépassement de la différenciation entre auteur et public, comme l'a lucidement entrevu Walter Benjamin. La philologie a certes pu envisager un tel dépassement dès la fin du XIXe siècle, mais seulement pour dire que l'artiste lui aussi est un spectateur de son œuvre. Spectateur, d'ailleurs, comme les autres. L'herméneutique y a insisté pour affirmer que l'interprétation que l'auteur propose de son œuvre ne saurait être considérée comme canonique. La tâche de l'interprète consiste même à mieux comprendre l'auteur qu'il ne s'est lui-même compris. Brogowski 1995 sur 486-507. Quant au dépassement inverse, celui qui fait du spectateur un auteur, il a été théorisé bien plus tôt, progressivement depuis le tout début du XIXe siècle, comme la suite logique de la Révolution française et de la philosophie de Johann Gottlieb Fichte, notamment dans les traditions anarchistes Proudhon, Bakounine, Kropotkin et socialistes Saint-Simon, Fourier, Marx. Mais le projet d'un tel dépassement est nettement moins présent dans le réservoir des idées artistiques et politiques de nos jours parce que écrasé par le modèle de l'industrie culturelle, les pratiques populaires ont été complètement délaissées par l'histoire de l'art. De surcroît, les traditions révolutionnaires déclinant, elles n'ont pu les défendre, de Luermo 2012. Faut-il rappeler que la photographie n'a pas été brevetée, fait unique dans l'histoire, et que l'État français, écrit Benjamin, prit la chose en main et après avoir indemnisé les deux hommes, Isidore Niepce et Louis-Jacques Mandé Daguerre, en fit une affaire publique. Benjamin 1931-2000 sur 295. L'histoire de l'art et la théorie esthétique ont encore un pan entier de la réalité à intégrer dans leur giron. En effet, afin de réguler son discours qui porte sur des objets en profonde et constante évolution, la théorie de l'art et l'esthétique doivent tenir compte des travaux de recherche en sciences humaines et sociales, anthropologie, sociologie, psychologie, histoire, sciences politiques, etc. Si l'on interroge l'anthropologie, par exemple celle d'Alfred Gell, sur la question de la passivité des spectateurs, la première réponse est que l'anthropologie de l'art ne saurait s'appliquer de nos jours uniquement aux sociétés occidentales. Ce travail invite à interroger ce qui dans la réalité de l'art n'est pas pris en compte par la théorie esthétique. Interaction, échange, partage, don, crédit, etc. Si l'on admettait avec Gell que toute personne doit être considérée comme un agent social, au moins potentiellement, 1998-2009 sur 20, on retrouverait le point de départ de la philosophie de Johann Gottlieb Fichte et de Friedrich Schiller, élaborée toutes les deux dans le contexte de la Révolution française, Maschalk 1996. L'initiative coordonnée des individus peut surmonter la fatalité, Fichte, et L'. Expérience de l'art est capable de transformer la société, Schiller. Il ne s'agit pas de considérer nécessairement, comme ce fut proclamé par quelques envolées lyriques, que tout individu devient artiste, car il y a diverses manières d'être actif dans le champ de l'art et diverses manières de contribuer à la production d'une œuvre. L'anthropologie d'Alfred Gell propose donc de considérer l'œuvre comme objet ou événement autour duquel se nouent divers types d'échanges, ce qui permet de dépasser la différenciation entre artistes et public, au sens où le public n'est pas cantonné à la passivité et les artistes ne se trouvent pas en position de supériorité, précédence, par rapport au public. Par conséquent, l'esthétique appréciative doit être abandonnée pour laisser la place à l'inscription de l'art dans le champ cognitif. Gell considère l'art comme un système d'action qui vise à changer le monde plutôt qu'à transcrire en symboles ce qu'on peut en dire. L'analyse de l'art en termes d'action, écrit-il, est intrinsèquement plus anthropologique que l'analyse sémiotique parce qu'elle se préoccupe du rôle des objets comme médiateurs concrets dans les processus sociaux.
Gell, 1998-2009 sur 8. Selon moi, conclut Gell, les situations d'ordre artistique sont celles où l'indice matériel, la chose visible et physique, suscite une opération cognitive particulière. Benjamin, 1934-1969 sur 113. Valeur cognitive dans l'art, œuvre comme document. L'ouverture que l'encyclopédie des migrants constitue par rapport aux pratiques convenues de l'art, de sa conception de l'œuvre et de l'auteur, a permis de rejouer mutatis mutandis, un mouvement dialectique que Walter Benjamin entrevoyait dans le dépassement de la différenciation entre auteur et lecteur à travers la participation de ce dernier à l'expérience de la presse. C'est sur le lieu de l'avilissement sans scrupule du mot, nous voulons dire le journal, que se prépare son sauvetage. Benjamin, 1934-1969 sur 113. Dans l'encyclopédie des migrants, c'est précisément ce qui fragilise, voire stigmatise ces auteurs, à savoir leur statut de migrants, qui a donné tout son sens à cet événement de l'écriture collective, et qui a suscité enthousiasme et admiration qui ne peuvent être expliqués que par ce rapport particulier de l'auteur à son œuvre, le propre du propre, et qui fait que celui qui agit se reconnaît dans le fruit de son action, ici une action collective. Depuis Fichte et Schiller et jusqu'à Marx, c'est de cette manière qu'a été définie la problématique de l'aliénation. Celle-ci est la mesure de ce que les sujets subissent, voire qu'ils sont contraints de subir sans y voir sens, utilité ou intérêt. D'où cette pointe de Fichte. Toute conduite purement passive est justement le contraire de la culture. Fichte, 1793-1974 sur 116. C'est à travers l'action et non l'imagination que s'opère la synthèse du monde et du sujet qui produit du sens. Remarque cruelle toutefois dans la mesure où elle rappelle que si l'économie est la source majeure de l'aliénation, elle n'en est pas, loin s'en faut, la seule. Si toutefois l'investissement émotionnel de l'encyclopédie des migrants dit quelque chose de son inscription non aliénée dans la réalité, quel est le rapport entre la vérité et l'aliénation ? La connaissance est-elle susceptible d'être aliénée, tout comme elle est susceptible d'être fausse ? Deux problématiques doivent être démêlées pour formuler les réponses à ces questions surprenantes, l'une liée aux connaissances et aux certitudes pratiques de tous les jours, l'autre au statut des œuvres, ou de ce qui en tient lieu aujourd'hui. L'aliénation peut en effet avoir aussi une dimension cognitive. Dans les analyses faites juste avant que n'éclate la Seconde Guerre mondiale, et qui deviennent hélas de plus en plus actuelles, Edmund Husserl identifiait la source majeure de la crise de la civilisation occidentale dans la rupture qui s'est progressivement produite entre les savoirs pratiques de la vie quotidienne et les connaissances scientifiques, de plus en plus abstraites, illisibles pour le commun des mortels et incompatibles avec les intuitions et la doxa portée par la vie ambiante. La ligne de mire du projet husserlien était une refondation, Anstiftung, du modèle des connaissances ancrées dans la vie ordinaire. Le savant qui étudie la nature ne réalise pas clairement que le fondement permanent de son travail subjectif de pensée est l'environnement vital, dit Lebensumwelt, écrit-il. C'est lui qui est constamment présupposé comme le terrain, le champ de travail sur lequel seules ces questions, ces méthodes de pensée prennent un sens. Husserl, 1935-1987 sur 85. La question des migrants comme objet de recherche est l'exemple même d'un contenu concret, entre dans le champ des analyses de Husserl. Autrement dit, une connaissance peut être vraie en vertu de ses propres standards et aliénée par rapport à la réalité dont elle est censée produire une compréhension. On pourrait dire alors que l'encyclopédie des migrants, même si elle ne correspond pas spontanément aux normes et protocoles scientifiques, apporte une connaissance enracinée précisément dans ce monde de la vie quotidienne, Lebenswelt, identifié par Husserl. Traditionnellement, l'art produit ce type de connaissance dans la mesure où ses expériences sont ancrées dans la réalité perceptive. Husserl était d'ailleurs lui-même conscient de la parenté entre contemplation esthétique et appréhension phénoménologique. Husserl, 1907-1991 sur 14. Mais aujourd'hui, il faut aborder cette proximité de l'expérience artistique et de l'appréhension cognitive par un autre biais encore, moins tangible, mais qui a pris toute son importance depuis les années 1960. Certaines œuvres ont le statut particulier de document. Certes, depuis le XIXe siècle, les historiens ont appris à utiliser par exemple les romans comme source historique. Mais dans le cas qui nous occupe, il s'agit d'une situation nouvelle où les artistes mettent ouvertement en cause le statut de l'œuvre qui domine encore la conscience collective et la théorie esthétique, et ce notamment,
en effaçant la frontière qui sépare l'œuvre, au sens traditionnel, et le document, au sens que les historiens confèrent à ce terme. Par conséquent, tout comme l'anthropologie d'Alfred Gell, 1998-2009 sur 15, depuis les années 1960, les artistes rejettent la conception dogmatique et élitiste de l'œuvre. Cité par Anne Meuglin-Delcroix, Ed Ruscha, pionnier du livre d'artiste et éminent peintre du pop art, affirme que les livres ne sont absolument pas des œuvres au même sens que les tableaux. Meuglin-Delcroix 2010 sur 30. Dans cette étude pénétrante, l'auteur observe d'abord l'opposition que l'histoire de l'art maintient entre œuvre et document, comme chez Erwin Panofsky par exemple, où l'œuvre est matériau primaire, et le document matériau secondaire. Or, comme elle le précise dans son essai, une des orientations les plus radicales et les plus neuves de l'art depuis les années 1960 a consisté, on le sait, à développer des stratégies artistiques qui empruntent à la documentation ces méthodes d'inventaire, d'archivage et de conservation des données. Meuglin-Delcroix 2010 sur 25. Le livre d'artiste constitue pour ces analyses une référence, d'une part parce que l'Encyclopédie des migrants est un livre, et d'autre part parce que le livre est un support universel, indéfiniment reproductible, pouvant accueillir toutes sortes de documents. Ed Ruscha remarque lucidement qu'on ne rencontre pas l'œuvre de la même manière lorsqu'elle a la forme du livre et lorsqu'elle est un tableau, ce qui est vrai à la fois pour les qualités esthétiques et pour le contenu qu'elle peut porter. C'est pour cette raison que la citation de Fichte a été placée en exergue, en dépit de la différence des contextes, car c'est la revendication constante des artistes qui depuis un demi-siècle s'expriment à travers le livre. Le livre d'artiste doit surtout être conçu, fabriqué, rencontré et lu comme un livre ordinaire. Même en tant qu'œuvre, il doit être accessible au lecteur simplement capable de comprendre un livre. Certains artistes, comme Peter Dosbro ou Lefebvre Jean-Claude, refusent même l'appellation livre d'artiste, considérant leurs œuvres comme étant simplement des livres. Reste toutefois la question de savoir ce qui détermine telle production à être considérée tantôt comme une œuvre, et tantôt comme un document. La conception traditionnelle de l'œuvre a été désignée plus haut comme dogmatique. C'est parce que, plus de 2 siècles après les solutions critiques d'Emmanuel Kant, elle considère toujours que les qualités esthétiques, qui confèrent à l'œuvre sa valeur et son statut spécifique, sont inscrites et identifiables dans l'œuvre. Certes, affirme Kant, on doit raisonnablement postuler qu'un consensus social se produise autour de la reconnaissance de la valeur de certaines œuvres, sans que jamais il ne soit possible de démontrer leur beauté, si celle-ci repose, et il serait difficile de le contester sur le fondement subjectif, à savoir le sentiment éprouvé par le spectateur. Le sentiment ne se démontre pas. C'est donc l'attitude adoptée par le sujet, pour éviter le terme de spectateur qui inscrit le sujet dans la passivité, qui est déterminante pour la rencontre, la lecture ou l'interprétation qui sera faite de l'œuvre, y compris pour la restitution de la connaissance produite par elle. Tel est le sens, élargi à l'art, de la révolution copernicienne, de Kant qui a reconnu le rôle actif du sujet dans la production du sens et des connaissances, et même dans l'appréciation de la beauté des œuvres. Prenons quelques exemples, outre les romans comme source historique. Un tel appréciera la cathédrale gothique comme œuvre du génie mécanique, tel autre utilisera un Rembrandt comme planche à repasser. Les objets de la nature sont aujourd'hui étudiés comme œuvres de l'homme, artefacts, par les scientifiques qui cherchent en eux l'empreinte de ces activités, par exemple les traces de la pollution atmosphérique, etc. Autrement dit, ce qui fait de l'Encyclopédie des migrants tantôt une œuvre et tantôt un document, c'est l'attitude du sujet qui peut être celle du lecteur ou celle du chercheur, ou simplement sujet connaissant. Ou pour le dire encore autrement, il y a des documents comme celui-ci, susceptibles de nous émouvoir esthétiquement, il y a des œuvres comme celle-ci, susceptibles de porter des connaissances, ce qui a été suggéré ci-dessus. Conformément donc à l'anthropologie d'Alfred Gell, le type d'échange autour des objets appelés « œuvres » dépend in fine de l'attitude adoptée par le sujet qui s'agite autour d'eux. ART et innovation. Le dernier aspect à aborder dans cette analyse, c'est donc la circulation dans la société, ensemble, de l'art et de la recherche. Le statut de l'Encyclopédie des migrants, du fait de son financement par l'Union européenne, du fait de l'engagement des chercheurs du laboratoire PREFICS de l'Université Rennes 2, du fait enfin d'avoir suscité un phénomène social ayant partie lié à l'art, à la science et à la migration des individus dans les sociétés modernes,
tombe sous la catégorie de l'innovation sociétale. Certes, les adjectifs social et sociétal sont en partie synonymes, mais ce dernier renvoie en particulier aux grandes tendances de la transformation de la société et aux conséquences qu'elles entraînent pour les individus. Autrement dit, l'encyclopédie des migrants introduit dans le tissu social et culturel des éléments nouveaux, pratiques d'écriture collective, recherche participative, mise en place d'un réseau international des migrants, dépassement réel de la distinction entre artistes et public, etc., articulé certes à l'apostrophe. État des sociétés contemporaines, migration des individus et enjeux politiques de leur accueil dans les sociétés occidentales, mais surtout en affectant de manière positive la condition existentielle de ceux qui ont été entraînés par la dynamique du projet, à savoir la construction collective du discours non aliéné des migrants. S'il y a eu une pratique sociale que l'histoire lie intimement à la production du nouveau, c'est bien sûr l'art, moderne et contemporain. L'enfant voit tout en nouveauté. Il est toujours ivre, écrit Baudelaire en 1863 dans Le peintre de la vie moderne, Baudelaire 1863-1986 sur 368. L'artiste doit faire à tout prix du neuf, renchérit Huysmans en 1903, Huysmans 1903-1977 sur 71. Mais il est difficile d'oublier qu'aucune pratique culturelle n'a peut-être inspiré autant de haine que, précisément, la recherche du nouveau dans l'art contemporain. Aujourd'hui, tout au contraire, l'innovation sociétale est financée par les fonds de politique sociale et scientifique, et soutenue par un discours dans lequel se reconnaissent toutes les tendances politiques, y compris les plus conservatrices. L'encyclopédie des migrants est un cas susceptible de contribuer à éclaircir ce paradoxe. En effet, la production du nouveau par l'art avait pour motif, disséminé dans diverses théories depuis le début du XIXe siècle, d'abord l'idée de la mobilité de l'esprit humain, dont la création artistique était le principe, ensuite le renouvellement permanent des significations dans la culture, et finalement la mise en évidence de l'historicité de toutes les institutions humaines, et en particulier de celles qui attendent de l'art qu'il scelle la société en fabriquant les symboles. C'était ce dernier motif qui dérangeait directement toutes les figures du conservatisme, y compris celles qui ne s'avouaient pas comme telles, les autres motifs y contribuaient indirectement. Le propre de l'art était alors d'inventer de nouveaux accès à la réalité, encore libre de toute emprise des forces aliénantes, et d'innover ainsi les styles de vie pour rendre celle-ci épanouissante. C'est avec malice que Sigmund Freud conclut le chapitre sur la formation des symptômes. L'artiste, dit-il avec un brin de machisme, jouit de la reconnaissance et de l'admiration, et conquiert ainsi par sa fantaisie ce qui auparavant n'avait existé que dans sa fantaisie. Honneur, puissance et amour des femmes. Freud, 1916 à 1917-1993 sur 355. Si depuis Marx l'on sait que l'économie moderne est la source principale de l'aliénation, travail à la chaîne, rentabilité, cadence, etc., l'art semble donc antithétique à l'innovation qui se fixe des objectifs économiques. Il ne faut toutefois pas négliger le savoureux exemple de l'édition à compte d'auteur, par John Milton, de son poème épique Le Paradis perdu, 1667, pratique d'ailleurs courante à cette époque. Milton a produit le Paradise Lost pour la même raison qu'un ver à soie produit de la soie, écrit Marx. C'était une manifestation de sa nature. Par la suite il vendit ce produit pour 5 L. Mais le prolétaire de la littérature qui, à Leipzig, sous la direction de son libraire fabrique des livres, par exemple des traités d'économie, est un travailleur productif, car son produit est d'emblée subsumé sous le capital et n'existe que pour mettre celui-ci en valeur. Marx, 1867 à 1894 1974 sur 469-470. Au contraire,
C'est notamment dans les pratiques de l'art que Marx identifie le travail non directement productif, Selbstbetätigung, activité spontanée ou manifestation de soi. L'exemple de Milton lui permet d'envisager un type de travail qui serait à la fois travail alimentaire et action autonome, c'est-à-dire non aliénée. L'exemple de Milton et son analyse par Marx conduit à la trace d'une déficience de la notion d'innovation. Relativement récente, elle s'inscrit dans la continuité de la notion de progrès sans en avoir clairement conscience, et par conséquent sans tenir compte des 2 siècles de la critique du progrès. De l'histoire de cette critique, il faut retenir au moins les 4 moments suivants. 1. La nécessité d'une double perspective à long terme, celle du progrès des connaissances et celle du progrès de la liberté, Georg Hegel. 2. L'articulation du progrès social et de l'aliénation par l'économie, Karl Marx. 3. La distinction claire entre le progrès comme rationalisation technique et point de vue éthique, éventuellement abandonné à la religion, Max Weber. 4. La nécessité de compléter la rationalisation technologique par une rationalisation communicationnelle, se réalisant à travers le libre débat au sein de la société et requérant une reconstruction du lien entre l'évolution du travail et l'interaction sociale, Jürgen Habermas. Comme le dit fort bien Wilhelm Dilthey au début du XXe siècle, dans l'ordre politique, le progrès ne s'effectue pas de lui-même, on le crée. Chaque activité du tout est déterminée par la définition rationnelle d'un objectif. Dilthey 1910-1988 sur 130. L'exemple de l'Encyclopédie des migrants, quant à lui, permet d'éclairer les raisons pour lesquelles toutes les options politiques peuvent se considérer aujourd'hui comme progressistes, y compris les plus conservatrices, les seuls bémols sur l'innovation venant du discours des gauches, traditionnellement gardiennes du progrès. Pour tous ceux qui se considèrent ainsi progressistes, l'innovation est en effet synonyme de la rationalisation technologique et économique qui, pour les gardiens du progrès, n'est pas suffisante pour mettre un signe d'égalité entre progrès et innovation. Cette prise de conscience historique ouvre une piste intéressante pour réfléchir sur la question de l'innovation sociétale qui doit améliorer la condition sociale des individus. L'Encyclopédie des migrants, on l'a vu, non seulement contribue à la désaliénation du discours des migrants, mais encore transforme en pouvoir créateur le point de fragilité de ces acteurs. Or, même si divers documents fondateurs des politiques économiques de ces derniers temps, aussi bien nationaux qu'européens, appellent de leur vœu l'innovation sociétale, il faut le souligner, ils ne parviennent pas à en préciser le sens. Économie de la connaissance, impact social et acceptabilité, innovation-service, transfert des technologies, etc. Le rapport du groupe de recherche ASOSC constate le succès croissant de la notion d'innovation sociale et aussi la difficulté à stabiliser un langage commun en raison d'enjeux qui sont à la fois politiques, scientifiques et opérationnels. Souchard et al. 2013/22. Plusieurs autres études pointent l'étroitesse de vue sur l'appropriation sociale de l'innovation. La vision dominante véhiculée par les travaux sur l'innovation s'intéresse aux changements apportés à l'organisation du travail ou aux entreprises, aux procédés techniques ou à des produits et services permettant d'améliorer l'efficacité des systèmes productifs et de les rendre plus compétitifs et plus rentables d'un point de vue économique, grâce à l'utilisation de nouvelles technologies. Or, diverses études ont montré que cette vision de l'innovation est superficielle et que la technologie ne suffit pas pour générer des sociétés dynamiques et créatives. Le dynamisme et la créativité sont plutôt la marque des sociétés où la collectivité dans son ensemble participe au processus innovateur, où des entreprises, des acteurs gouvernementaux, des institutions de recherche et des organisations sociales constituent un système, voire des systèmes, générant des innovations technologiques dans le milieu de la production ainsi que des innovations sociales améliorant la qualité de vie des citoyens. Klein et al., 2014/7-8. Même combat. Art et progrès, progrès et innovation, innovation et recherche. Nombre d'expériences innovantes de l'art depuis la Seconde Guerre mondiale, hormis les recherches formelles, cela va sans dire, comme par exemple les pratiques des publications d'artistes et les nouvelles formes d'écriture, pourraient irriguer le champ de l'innovation sociale, à condition toutefois que soit considéré comme ouvert et négociable le rapport entre, d'une part, l'innovation technologique et le transfert économique, et d'autre part, l'innovation sociale et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Conçue comme œuvre,
L'encyclopédie des migrants est devenue en même temps un corpus générant un autre discours sur l'immigration, incommensurable avec celui qui domine dans les médias et le monde politique. Et elle est par là même devenue une piste pour réfléchir sur les situations de crise et de tension sociale et politique, si tant est que les politiques publiques de développement économique et social font de l'innovation une voie privilégiée de résolution des crises et d'invention de nouveaux modèles pour orienter l'action des acteurs et des entreprises sur les territoires. Souchard et al., 2013/22. Sous bien des aspects, l'encyclopédie des migrants est contiguë des problématiques artistiques d'actualité, on l'a dit. Par son intermédiaire, l'art est entré dans le champ des politiques publiques de l'innovation. La Bauduinet, 2017. Références bibliographiques. Baudelaire Ch. 1863-1986, Le peintre de la vie moderne in Baudelaire Ch. Écrits esthétiques Paris UGE, Col. 18e, 360 à 404. Benjamin W. 1936-1991. L'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée, in Benjamin W. Écrit français, Paris Gallimard, Col. Bibliothèque des idées, 115 à 192. Benjamin W. 1934-1969. L'auteur comme producteur, in Benjamin W. Essai sur Brecht, trad. Lavaux, P. Paris Maspero, 107 à 128. Benjamin W. 1931-2000. Petite histoire de la photographie, in Benjamin W. œuvre 2, Paris Gallimard, Col. Folio Essai, 295 à 321. Bourriot N. 1998. Esthétique relationnelle, Dijon, Les presses du réel. Rogowski L. 1995, Conscience et sens. Les fondements philosophiques de la théorie de l'interprétation chez Wilhelm Dilthey. Thèse de philosophie, Université Paris 4 Sorbonne 486 à 507. Brunet F. 2000. La naissance de l'idée de photographie, Paris, PUF. De Banville et 2015, L'usine en douce. Le travail en perruque, Paris l'Harmattan, Col. Mémoire du travail. De Certeau, Monsieur 1980. L'invention du quotidien, T. Un art de faire, Paris UGE, Col. 18e. De Luermo, Q 2012, RE accent aigu E accent aigu D. 2014, Le crépuscule des révolutions, 1848 à 1871, Paris, édition du Seuil, Col. Point Histoire. Dilthey W, 1910-1988. Œuvre T. 3. L'édification du monde historique dans les sciences de l'esprit 1910, trad. S. Mesure, Paris, édition du Cerf, Col. Passage. Duchamp, Monsieur, 1957-1994. Regardeur in Duchamp, Monsieur Duchamp du Cygne, Paris Flammarion, Col. Champ 247 à 248. Duchamp, Monsieur, 1934-1994. La mariée mise à nu par ses célibataires, même, La boîte verte, in Duchamp, Monsieur Duchamp du Cygne, Paris Flammarion, Col. Champ 39 à 102. Fernandez Sobrino, P. 2017. Paloma Fernandez Sobrino en ligne, in Fernandez Sobrino, P. dire. L'encyclopédie des migrants, Rennes, l'âge de la tortue. URL http://www.encyclopédie-des-migrants.eu/digital/705 Fernandez Sobrino, P. dire. L'encyclopédie des migrants, Rennes, l'âge de la tortue 2017. Fichte J.G., 1793-1974. Considérations sur la Révolution française destinées à rectifier les jugements du public, trad. Marnigi, Paris Payot, Col. Critique de la politique. Fichte J.G., 1800-1965. La destination de l'homme, trad. Molitor, Monsieur 1942, RE accent aigu E accent aigu D. 1965. UGE, Col. Le Monde en dit 18e. Filiou, R. 1970-1998. Enseigner et apprendre, art vivant par Robert Filiou et le lecteur s'il le désire, avec la participation de John Cage, Benjamin Patterson, Alain Capro, Marcel Filiou, Vera, Biossi, Karl Rau, Dorothy Yannone, Dieter Rau, Joseph Bois, Paris et Bruxelles, Archives Lebert Haussmann. Freud, S. 1916 à 1917, 1993.
Introduction à la psychanalyse, trad. S. Jankélévitch, Paris, Payot, Col. Petite bibliothèque Payot. Gell, A. 1998-2009, L'art et ses agents. Une théorie anthropologique, trad. S. et Renaud Dijon, Les presses du réel, Col. Fabula. Arasti, Monsieur, 1975-1976, Salaire aux pièces. Ouvrier dans un pays de l'Est, Paris, Seuil, Col. Combat. Enaf, Monsieur 2002. Le prix de la vérité. Le don, l'argent, la philosophie, Paris, édition du Seuil, Col. La couleur des idées. Husserl, 1907-1991. Une lettre de Husserl à Hofmannsthal, trad. Et Escoubas, La part de l'œil, volume 7, 12-15. Husserl, 1935-1987. La crise de l'humanité européenne et la philosophie, trad. Ricoeur P. Paris-Aubier, Col. Philosophie de l'esprit. Huysmans, J.K., 1903-1977. Préface écrite 20 ans après le roman in Huysmans, J.K. à rebours, Paris Gallimard, Col. Folio 55-76. Kant, 1790-1995. Critique de la faculté de juger, trad. Renaud, A. Paris-Aubier, Col. Bibliothèque philosophique. Klein, J.L., La ville, J.L., avec la collaboration de Moulart, F. 2014. L'innovation sociale, repères introductifs in Klein, J.L. et al. Dire, l'innovation sociale, Toulouse, RS, Col. Sociologie économique, 7-44. Kosman, R. 2018, sortie d'usine. La perruque, un travail détourné, Paris, Sileps, Col. Les utopies. Machalk, Monsieur 1996. Droit et création sociale chez Fichte. Une philosophie moderne de l'action politique, Louvain-la-Neuve, édition de l'Institut supérieur de philosophie, Louvain et Paris, édition Peters, Col. Bibliothèque philosophique de Louvain. Marx, K. 1867 à 1894-1974. Théorie sur la plus-value, extrait du Capital, trad. Badiagé et dit traducteur, Paris, édition sociale, Badiagé dire. Meuglin-Delcroix, A. 2010. L'artiste en archiviste dans le livre d'artiste. Les termes d'un paradoxe, in Benichoua, dire, ouvrir le document. Enjeux et pratiques de la documentation dans les arts visuels contemporains, Dijon, Les presses du réel, Col. Perception 25-46. Moulinier, V. 1999. Les œuvriers ordinaires. Lorsque l'ouvrier fait le du beau. Terrain. Anthropologie et sciences humaines, 32, 37-54. Souchard, N. Coord, avec les contributions de Yves Bonny, Alain Penven, Roré Munoz et la collaboration de Virginie Fontier, 2013. La fabrique du social. Expérimentation et innovation sociale. Rapport final, tome 1, réalisé en partenariat avec la CRES et l'ARC, Collège coopératif en Bretagne. http://recherche-action.fr/labo-so-cial/download/m% C3% à 9 Todologie /la %20 fabrique %20 du %20 social %20 XP C3% à 9 Rimentation %20 et %20 innovation %20 social %21.pdf. L'encyclopédie des migrants, collaboration, engagement et éthique. Raaf Demachki. Les phénomènes migratoires, qui semblent être une spécificité contemporaine, remontent aux origines de l'humanité. Ils précèdent certainement l'établissement de frontières et le découpage de la terre en pays appartenant prétendument à certains, et pas à d'autres. Plusieurs centaines de millions vivent aujourd'hui loin de leur pays d'origine, tant d'autres rêvent d'y parvenir. Certains changent de lieu de vie pour des raisons économiques, politiques ou encore écologiques, d'autres tout aussi nombreux par simple désir d'avoir une meilleure éducation, découvrir une ville ou rejoindre un amour. Certains traversent de longs trajets, parfois au risque de leur vie, pour essayer de vivre là où ils le pensent possible. D'autres ont quitté leur village pour affronter les gigantesques mégalopoles de leur pays. D'autres encore circulent en avion et sont accueillis à bras ouverts. Quelle que soit la raison, la vie d'une personne migrante est en transit permanent entre sa culture de naissance et la culture du pays qui l'accueille.
Une personne migrante a souvent son regard tourné vers le passé qu'elle peut désirer dans un même temps retrouver et abandonner définitivement, tiraillée entre deux mondes, celui de ses racines et celui où se trouvent en quelque sorte ses futures branches, Obled 2019/68. L'encyclopédie des migrants représente tout ce vécu à travers les témoignages de 400 migrants issus de 104 pays, et habitant aujourd'hui dans 8 villes de la façade atlantique, de Brest à Gibraltar. Cet ouvrage collectif est le fruit d'un travail en réseau, qui s'est développé entre 2014 et 2017, à l'initiative de l'artiste Paloma Fernandez Sobrino. Il se distingue par l'écriture collaborative de ses auteurs, mais aussi par les rencontres qui se tissaient tout au long de ce projet. Chaque rencontre a pu générer une multiplicité d'autres rencontres à la manière des racines du rhizome qui se multiplient au fur et à mesure de leur croissance. L'artiste était le point de départ de l'œuvre sans être le fondement du travail. Elle était le messager qui est à l'initiative du projet, dans lequel elle garde bien sûr le sentiment de sa spécificité d'artiste, mais qui donne par la suite le relais à l'autre afin de faire émerger un engagement collectif. Il y avait ainsi une horizontalité qui a été créée en installant des rapports d'égalité tout au long de l'élaboration de cette œuvre. Afin de bien comprendre le sens créé par et à la suite de l'encyclopédie des migrants, il est intéressant de remonter 10 ans auparavant où l'association L'Âge de la Tortue avait invité Paloma Fernandez Sobrino pour travailler avec son groupe sur un... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.